Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem 5. Abend Plastische Demokratie. Nachdem wir in der letzten Woche gestartet sind mit der Frage, was hat Beuys zur Demokratie gesagt, woher kommen seine Ideen, wie hat er sie entwickelt, in welchen Organisationsformen ausprobiert, haben wir dann auch mit Raumlabor und Gästen die Frage diskutiert, wie man neue Lebensformen ausprobieren kann, wie man Institutionen transformieren kann, indem man einfach was anderes daneben baut, was anderes macht, was anderes hinstellt. Dann haben wir mit Daniel Leuk über abolitionistische Demokratie gesprochen. Wir haben die Forderung diskutiert, die Polizei abzuschaffen, die Gefängnisse abzuschaffen und was entsteht, wenn man diese Abschaffung weiter durchzieht. Nicht nur in rassistischen Staaten, das war sein Hauptgegenstand der Diskussion, sondern eben auch im Hinblick auf eine bessere Zukunft. Dann haben wir mit Juliane Rebentisch und Christoph Menke am Freitagabend diskutiert. Da ging es um die Frage der Pluralität. Die hat Juliane Rebentisch mit James Baldwin und Hannah Arendt diskutiert. Die Frage, wie man sich so eine Pluralität in der Demokratie vorstellen kann, wie man dazu kommt, einander besser zuzuhören. Sie hat vor allem diskutiert, dass Hannah Arendt den Baldwin quasi völlig verfehlt hat. Und Christoph Menke hat uns den Gefallen getan, den eigentlich Suchbegriff, den wir mit unserer Veranstaltungsreihe, mit unserem Labor hier lanciert haben, nämlich plastische Demokratie, auszubuchstabieren. Er ist den Texten, den Äußerungen von Joseph Beuys gefolgt und hat uns zu verstehen gegeben, dass plastische Demokratie eine sich verändernde, eine Künstlichkeit erfordernde Sozialität ist, ein Organismus, der immer wieder quasi irritiert werden muss. Unter anderem durch die Kunst. Und er hat 2 verschiedene Modelle diskutiert bei Joseph Beuys, genau das zu tun. Das eine war das Honigpumpenmodell und das andere war das Ende des 20. Jahrhunderts. Und jetzt stehen wir hier mit der Frage der Utopie vor uns. Ich darf gleich noch sehr herzlich vorstellen, Georges Diedemann. Ich will nur etwas Technisches zuvor sagen. Ich würde alle, die jetzt hinten bitten, die hinten sitzen, bitten vorzukommen oder sich so einen Zettel zu besorgen, weil wir haben hier genug Übersetzungen vorbereitet. Also die hier auf dem Platz sind, können das sehr gerne mitlesen. Ich werde auch hier auf dem Bildschirm die Übersetzung weiterklicken. Sie können also den deutschen Text auf dem Bildschirm verfolgen. Denn mein Freund Georges Diedemann wird auf Französisch reden, was seine Arbeitssprache ist, was seine Sprache ist, in der er sich präzise ausdrücken kann. Ich werde ihn kurz vorstellen. Georges Diedemann ist Direktor d'études an der École des Hautes Études in Paris, wo er als Kunsthistoriker und Philosoph lehrt, schon, ich glaube, ungefähr 30 Jahre. Und mindestens ebenso viele Bücher hat er veröffentlicht, die ich nicht alle aufzählen will. Von denen, die auf Deutsch erschienen sind sicher wichtig. Was wir sehen, blickt uns an. Dann Bilder trotz allem. Wenn die Bilder Position beziehen, sind weitere wichtige Bücher. Das große Buch über Aby Warburg will ich nicht unerwähnt lassen, was über das Nachleben der Bilder geht. Die große Ausstellung, die er kuratiert hat im Jahre 2017, die hieß auf Französisch Soulèvement, Uprisings im Englischen, hat auch einen sehr wichtigen Katalog hervorgebracht, in dem Texte entstanden sind, publiziert wurden, die an dieser Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft, Ästhetik und politischer Philosophie liegen, an der Georges Diedemann seit eben mindestens 20 Jahren arbeitet. Er präsentiert uns jetzt was aus seinen neuesten Forschungen, die sich mit der Utopie beschäftigen. Es wird auch einige Gravuren in schlechter Qualität zu sehen geben, aber wir können eine bessere Qualität dann sicher noch hinterher diskutieren. Cher Georges, je te présenté. Je te remercie beaucoup d'être là. Maintenant, on va t'écouter sur l'utopie. J'espère que la technologie marche. Oui. Achso, und hinterher kann ich noch sagen, können wir dann auf Deutsch, Französisch, Englisch oder ansonsten beliebigen Sprachen diskutieren. Also Georges versteht ein wenig Deutsch, er kann auch sehr gut Englisch reden und natürlich noch besser Französisch und ich kann versuchen, das jeweils auch zu übersetzen. Ludger, merci beaucoup. Vous m'entendez? Non? Oui? Versteht man was? Ok. Merci infiniment et d'abord je voudrais présenter mes excuses de ne pas parler votre langue et du coup remercier... Bon, je vais le prendre. Remercier du fond du cœur non seulement l'invitation qui m'a été faite, mais
l'hospitalité linguistique qui m'est faite et donc remercier pour le travail de traduction qui a été fait par Meret. Merci beaucoup. Sur la question donc des démocraties plastiques, je vais commencer par cette idée que il est plus facile d'imaginer un commencement absolu ou une fin dernière plutôt que des recommencements successifs et discontinus. Une démocratie plastique, ça ne commence pas comme ça, du jour au lendemain. Ça recommence au mieux. Un commencement absolu, c'est ce qui nous fait assister abstraitement à de l'être qui serait surgi tout pur du non-être, ce qu'on appelle une création. Au commencement était le Verbe, que la lumière soit, etc. La fin dernière, c'est pareil. Elle établit avec une clarté abstraite, résultant d'une division ontologique, et c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Les bons à droite, les méchants à gauche, les sauvés, les damnés. Il n'y a qu'un seul commencement absolu, par définition, et il n'y a qu'une fin dernière, une fois pour toutes. Tandis que, et ça c'est notre histoire, c'est beaucoup plus intéressant, il y a des myriades de recommencements, ou pour le dire avec Walter Benjamin, il y a des myriades d'origines. Comme les tourbillons agitant imprévisiblement le cours du fleuve, ces origines sont multiples, surgissantes, disparaissantes et sans cesse ressurgissantes. Elles n'en finissent jamais de revenir selon ce qu'on pourrait nommer une rythmique des survivances. Je vais passer la citation. De même qu'il y a eu une origine du drame baroque au XVIIe siècle, où se répondaient un déclin des certitudes et un devenir de la tristesse, de même, quelques décennies plus tard, donc au XVIIIe siècle, il y a eu un recommencement propice à faire décliner d'autres certitudes et à faire ressurgir d'autres types d'affects. Dans tous les cas, cela s'imaginait, et en particulier, c'est ça qui intéressait Benjamin, par allégories interposées, et même par allégories qui devisaient ensemble et qui se répondaient les unes les autres. Je vais prendre à titre d'exemple le fil de William Hogarth, parce que ces images manifestaient ensemble une joie de soulèvement qui venait agiter tout à coup l'histoire des arts visuels. Une joie impertinente, burlesque, ironique, mordante, très politique. La question, c'est à partir de quoi? À partir de quel pathos du recommencement? Hogarth gravait ses planches à une époque où le temps lui-même, comme on dit en français, ça n'allait pas très fort. Tout dans ces images se soulève sur fond de temps extrêmement troublé, violent, et d'une certaine amertume quant aux possibilités de bonheur ou de justice humaine. Vous vous souvenez peut-être de l'allégorie du temps, voilà, qui représente un vieillard musculeux, difforme, muni de grandes ailes, assis sur un débris de statue antique décapitée, et qui, comme on dit en français, je ne sais pas comment vous avez traduit, Meret, ce mot, boucane. Boucane, c'est difficile, hein, boucane un tableau posé devant lui sur un chevalet d'artiste. Si Heidegger avait croisé cette image un jour, sans l'ombre d'un doute, il l'eût détesté. Boucaner, alors, à part le sens populaire en français qui veut dire faire du tapage, faire du boucan. Quand il y a une manifestation politique, on fait du boucan. Boucaner désigne une technique culinaire souvent attribuée au peuple sauvage et qui consiste à faire sécher de la viande ou du poisson avec de la fumée. Donc, ici, le vieillard temps boucane une image qui est déjà bien sombre et qui est déjà bien enlisée dans la ténèbre. En la boucanant avec la fumée de sa pipe, c'est comme si Hogarth nous disait ça en riant, eh bien, il lui donne du temps
à cette image, de la patine, comme disent les historiens de l'art, mais aussi de l'obscurité. Bref, le temps, le vieillard temps, T majuscule, donne du temps à une image. En même temps, il l'assombrit et même il la détruit, puisque, si vous vous souvenez, comme l'image est passée rapidement, la lame de sa faux a déjà déchiré la toile. Il y a au premier plan un pot de vernis, carrément inutile et ridicule. Hogarth pousse l'ironie jusqu'à citer en grec le poète comique Cratès, dont il inverse par l'ajout d'une négation la phrase originale. Il dit « Le temps, car le temps n'est pas un grand artiste, parce qu'il affaiblit tout ce qu'il touche. » L'allégorie va donc bien au-delà du débat esthétique évoqué par les historiens de l'art et qui avait cours en ce temps-là sur l'usage de patiner les tableaux pour le goût des collectionneurs. Gravée en 1761, elle ouvre le temps de son propre devenir autre, puisque 3 ans plus tard, Hogarth compose une image du temps, le même, où la variation devient destitution. C'est bien le même vieillard temps que l'on reconnaît ici, avec ses ailes, sa barbe, sa petite mèche de cheveux en avant du front, c'est l'attribut de l'Ocasio, de la Tuquet, sa pipe et sa grande faux. Mais le vieillard temps est à présent écroulé sur le sol. C'est comme s'il agonisait. La lame de sa faux est brisée, sa pipe cassée, son sablier éventré. De sa bouche sort un nuage de fumée, comme l'âme quittant le corps d'un homme qui passe de vie à trépas. Et là, on lit le mot « finis », la fin. La colonne sur laquelle il s'adosse encore est elle aussi brisée. Il y a une tour, mais elle est en ruine. La maison en face, détruite. La cloche, fêlée. Les arbres, ils ont perdu toutes leurs feuilles. Au loin à l'horizon, un cadavre pend à son gibet. Ainsi donc va le monde. Bonheur écrasé, justice cruelle. Dans le ciel, on voit Phaéton, mais il est déjà mort sur son char. Une enseigne de boutique pend lamentablement sur un poteau, lui-même de guingois. C'est une image du globe terrestre en train de brûler avec l'inscription « The World's End ». Décidément, le temps ne va pas fort. Le peintre non plus apparemment, puisque la palette représentée devant nous, au milieu d'accessoires ou d'armes brisées, la palette est fendue, inutilisable. Déclin des temps historiques, vanité des arts, et pourtant, c'est là où on est déjà dans l'utopie, Hogarth s'amuse, il s'amuse encore. Fuse de façon grinçante, à imaginer un monde et à soulever quelque chose. Comme disait Benjamin à la fin de son article de 1933, Expérience et pauvreté, on a ici l'impression que l'humanité s'apprête à survivre, s'il le faut, à la civilisation, et surtout, elle le fait en riant. Comme à leur façon, tenter de rire sans trop pleurer, des écrivains tels que Kurt Tucholsky, Bertolt Brecht, des artistes tels que George Grosz, John Heartfield, et tous en passaient presque naturellement pour soulever leurs pensées critiques contre le vent mauvais du fascisme européen par des formes d'allégorisme, mais un allégorisme documentaire que Brecht a particulièrement élaboré dans ses images, poèmes, ses photos et épigrammes de la Kriegsfibel. Et c'est ce qui nous ramène une fois de plus, juste après Hogarth et assez longtemps avant Grosz et Heartfield, à l'œuvre de Goya, particulièrement au désastre de la guerre. C'est à cette époque-là, en effet, que l'allégorisme documentaire moderne, par-delà tout allégorisme purement métaphysique ou moral, qui avait été mis en lumière par Walter Benjamin pour le moment baroque, par exemple, aura pris une forme de manière plus intensive. Le principe maniériste du capriccio, chez Arcimboldo ou Callot jusque chez Tiepolo, et les capriccios de Goya, déferlent massivement
comme l'épigramme en poésie, à cette époque qui est l'époque de Kant, exactement, dans la sphère éthique et politique. Plus que jamais, la critique sociale en passait par les images autant que par les tracts ou par les pamphlets. C'est ainsi que la verve politique de Hogarth se retrouva autant que dans la France pré-révolutionnaire, dans une Espagne troublée où l'esprit des caprichos se voulait une réponse virulente souvent aux iniquités du temps. Goya, c'est le grand. Partout chez lui, le monde est montré comme il tourne, c'est-à-dire de travers. C'est un monde sans dessus-dessous, qu'il faudrait donc logiquement, donc il est sans dessus-dessous, il faudrait le soulever pour le remettre d'aplomb. Donc il faudrait le renverser pour le remettre d'aplomb, comme d'ailleurs Marx va dire ça pour la philosophie de Hegel. Révolutionner, c'est-à-dire remettre d'aplomb, c'est révolutionner. Et c'est pourquoi la razón chez Goya en appelle à la fantasia, cette extraordinaire faculté, fécondité imaginative, qui est à la fois soulevée de rire carnavalesque et soulevante de rire politique, comme l'ont suggéré beaucoup d'historiens de l'art, Gwyn Williams, Werner Hoffmann, Victor Stoïkita, Anna Maria Koderk et en France Jacques Soubérou par exemple. Au milieu des années 1810, au début des années 1810, après que a été écrasé dans le sang le soulèvement de la population de Madrid, les 2 et 3 mai 1808, l'armée napoléonienne n'hésita pas devant la destruction de masse, le massacre de masse, pour contrer l'exaspérante politique de terre brûlée pratiquée par les Espagnols. Les villes de Saragosse ou de Gérone furent alors bombardées dans des proportions jusque-là inimaginables. C'est déjà Guernica, si vous voulez. Goya écrit alors « Todo va revuelto », tout va à la renverse. Lui-même, sur le plan de la représentation, doit alors tout renverser pour rendre compte de ce renversement. À l'inverse d'artistes tels que Fernando Brambilla ou Juan Galvez, qui, dans leur recueil qui s'intitule Ruinas de Zaragoza, montraient des paysages urbains dévastés se détachant en plan panoramique sur des ciels nuageux, Goya décide d'entrer dans le désastre, pour ainsi dire, et donne à voir dans cette espèce de Guernica avant la lettre ce qui se passe au cœur même d'une maison bombardée. Évidemment, c'est une vue de l'imagination, mais chaque élément y est de nature documentaire, au sens que donnait à ce mot quelqu'un comme Robert Capa, par exemple, c'est-à-dire au sens le plus rapproché du terme, comme on le voit dans la 30e planche des désastres, intitulée « Estragos de la guerra », des ravages de la guerre. Je crois que, voilà, il faut la montrer. Voilà. En 2008, l'exposition Goya en tiempos de guerra montrait aussi l'extraordinaire, la vie préparatoire de cette planche que, si vous voulez, je pourrais vous montrer tout à l'heure, si vous voulez. Eh bien, voilà un monde complètement renversé. Cette fois-ci, c'est pas pour rire. Le temps n'est plus à la satire, le temps est au cri d'effroi. Dans l'image de Goya, le fauteuil est au plafond, mais c'est parce qu'il tombe de l'étage supérieur fracassé par les bombes. On voit une femme qui tombe du ciel, mais c'est pour rejoindre un tas de victimes déjà mortes. L'image est celle des folies que porte en soi toute idée de désastre. L'espace n'a plus de coordonnées. Les corps sont voués au lamentable et à l'obscénité de leur abandon à la mort. Les objets ont définitivement perdu leur place domestique. L'architecture est brisée, à la fois ouverte et enfouie. On ne sait même plus si ce désordre est en train de bouger ou bien s'il est fixé à jamais dans une immobilité de cauchemar. Quelques planches plus loin, c'est-à-dire à la toute fin du recueil des désastres, Goya reprend la figure féminine au sein dénudé qui était à l'avant-plan de ce que je vous ai montré à l'instant des Estragos de la guerra. Figure féminine dénudée qui évoque d'ailleurs, je rajoute,
une scène très fameuse de Roma città aperta de Rossellini, par exemple. Hein. Elle affirme à présent, en toute bonne tradition iconographique, la présentation allégoriquement assumée d'une figure donc de la vérité. Planche 79, la voilà. Elle montre une jeune femme irradiante de beauté et de lumière, les yeux clos, couchée au premier plan de l'image. Murió la verdad, la vérité est morte, écrit Goya. Autour du charmant cadavre, on voit se presser une foule opaque, inquiète autant qu'hostile. Un moine, muni d'une pelle, entreprend déjà d'ensevelir la morte, tandis qu'un élève se montre prêt à sermonner au-dessus de la vérité morte. Autant dire que Goya réitère ici sa virulente critique de l'Église et de son discours. À droite de la scène, écroulée en lamentation, gît une autre figure féminine, elle aussi au sein dénudé. C'est une figure de l'innocence, de la fécondité, de la vérité, mais en plus elle tient une balance, désormais inutile. C'est bien sûr la justice, qui ne peut plus rien faire pour un esprit des Lumières comme l'était Goya, sans la vérité, sa consoeur. Mais Goya n'a pas voulu en rester là. La planche 80, que vous voyez maintenant, apparaît en toute fin de parcours comme une variante de la précédente. Le corps de la vérité semble déjà en voie d'ensevelissement. On ne discerne plus que sa partie supérieure, mais ne demeure-t-elle pas aussi resplendissante que dans la planche précédente? Oui, les personnages tout autour se sont rapprochés de la morte, se sont même agglutinés, mais ils se sont aussi bizarrement transformés en animaux effrayants. Bref, Goya fait empirer l'image, et cependant, il veut finir non pas sur un constat purement désespérant, mais sur une incertitude morale pour faire questionner l'image. À la planche précédente, on lisait « La vérité est morte » et maintenant on lit « Ressuscitera-t-elle » point d'interrogation. Si elle s'est encore enfoncée dans la terre, c'est évident, mais en même temps, son visage, aux yeux clos, continue de nous faire don de sa lumière. Elle est encore irradiante. Et c'est peut-être la leçon éthique et politique de cette allégorie finale, de ce capriccio du désastre, parce que nous est posée la question de savoir si nous aurons, nous, le courage de désenfouir la vérité, de la soulever à chaque fois qu'un mensonge de l'histoire aura voulu la réduire à néant ou l'enterrer. Bon. Comment, à partir de là, reconduire cette politique de l'image vers l'instauration d'une imagination politique plus largement entendue? Alors, on peut convenir, ou on peut discuter tout à l'heure, de nommer utopie ce mouvement questionnant de l'imagination au creux duquel se dessinent les protestations éthiques et politiques. Cela dans un étrange va-et-vient de la fantasia et de la razón, du caprice et du désastre, de l'allégorisme et du réalisme historique, analytique, documentaire. Comme l'image, l'utopie est un mot assez mal famé dans nos usages philosophiques, historiques ou politiques standards. C'est la raison pour laquelle les audaces de Ernst Bloch, qui est le héros caché de tout ce que je dis là, depuis l'esprit de l'utopie jusqu'aux images-désirs, les Wunschbilder du principe espérance, n'auront pas bénéficié de l'écoute qu'elles méritaient. En amont de Ernst Bloch, il y a une tradition rationaliste qui est particulièrement vive dans sa version marxiste. Le manifeste communiste de Marx et d'Engels en 1848 fustige déjà la production des socialistes utopiques qui, je cite, veulent remplacer les conditions historiques de l'émancipation par des conditions tirées de leur imagination, ce qui finit au mieux par les couper de toute praxis révolutionnaire authentique et au pire par les conduire à instituer de véritables, ce que Marx et Engels appellent des sectes réactionnaires. Je cite, «
Pour donner corps à tous ces châteaux en Espagne, c'est encore l'Espagne, hein, ils échouent dans la catégorie des socialistes réactionnaires ou conservateurs, s'opposant donc avec acharnement à tout mouvement politique des travailleurs. En 1890, Engels développe ce point de vue dans le livre Socialisme utopique et socialisme scientifique, ouvrage dans lequel il rejette fermement le premier au nom du second, arguant du fait qu'une politique ne saurait se fonder sur l'imagination, et pire sur l'imagination d'un seul, même s'il est génial, car cela reviendrait à ignorer les lois scientifiques, comme il dit, de l'histoire et de la lutte des classes. Ça, c'était en amont de Bloch. Contemporain de Bloch, Karl Mannheim, dont le livre Idéologie et Utopie en 1929 constitue un moment marquant dans la sociologie des imaginaires politiques, cependant réduits à des interactions sociales et à de l'inconscient collectif. Puis, je donne juste quelques indications, là, bien sûr, c'est très rapide. La lecture serrée de ce livre de Mannheim par Paul Ricoeur, dans 2 textes, en 1976 et en 1986, qui portent le même titre, L'idéologie et l'utopie, où Ricoeur tente de redonner quelques couleurs à la notion d'utopie. Et je vais passer sur la citation. Ricoeur conclura que l'utopie demeure bien ce qui empêche l'horizon d'attente de fusionner avec le champ de l'expérience. Bref, l'utopie serait limitée, une pure poiesis, coupée à ce titre de toute praxis authentique. Et c'est ce qu'on lui reproche en général. Par exemple, Cornelius Castoriadis établit une distinction très nette entre son propre projet d'autonomie, qui relève, dit-il, du possible, et une utopie qui, elle, n'a pas et ne peut pas avoir de lieu, qui ne peut pas avoir lieu. Et dans ces pages, d'ailleurs, Castoriadis va critiquer explicitement Ernst Bloch. Comme s'il y avait des imaginations possibles opposables à des imaginations impuissantes. Qu'est-ce qui dit qu'une imagination va vers le possible et l'autre vers l'impossible? Autre exemple, Antonio Negri, qui oppose ce qu'il appelle sa désutopie constituante à toute utopie politique, même si elle est dialectiquement élaborée. Autre exemple, Michel Foucault, pourtant lecteur affirmé et assumé d'Ernst Bloch, construit sa notion d'hétérotopie comme réserve d'imagination critique et politique, en cherchant à la distinguer de toute utopie, dès lors reléguée au rang de fiction consolante. Encore un exemple, Louis Marin. Il parlait des utopies comme des simulacres de synthèse ou des totalités fictives, non conceptuelles. C'est pas très bien. Encore un exemple, Jacques Rancière. Jacques Rancière voit dans les utopies des négations perpétuellement redoublées, négations de lieux qui se font aussi négation du présent. Je saute la citation. Bref, selon tous ces penseurs, les utopies sont équivoques. C'est jamais très bien pour un philosophe. Alternativement innocentes, c'est-à-dire sans effet sur l'histoire des réels, par exemple l'Atlantide, ou alors coupables, lorsqu'elles induisent les pires systèmes totalitaires, comme la Lebensreform nazie, par exemple, qu'on appelle une utopie souvent. C'est ce qu'on disait dans une exposition sur l'utopie en 2000, où tout était mélangé, donc Ernst Bloch et Adolf Hitler ensemble, ce qui me semble impossible. L'année suivante, en 2001, Michel Rio-Sarcey introduisait un beau colloque qui s'appelait l'utopie en question, avec un S, plusieurs questions, en concluant sa conclusion en disant « Les utopies échappent à l'enfermement d'une désignation univoque ». Toute la question étant de savoir si un philosophe, c'est quelqu'un qui cherche à réduire l'équivocité, absolument, ou à faire avec. Ça, c'est une grande question, si tu es d'accord. On en discutera. Comment alors comprendre l'économie d'une telle échappée? Les utopies échappent à l'enfermement.
Le nœud de la question réside dans notre façon de situer l'imagination au regard de la possibilité mise en jeu dans toute pensée politique d'émancipation. Pardonnez-moi, je fais une incise. Il y a une récente étude historique et philosophique très minutieuse, aristotélicienne, puis médiévale, sur la notion de possibilité. C'est un livre dû à Christelle Trégaud. Cette philosophe affirme avec force que la possibilité dit ce qui n'est pas, certes, mais n'en contribue pas moins à expliciter l'être de ce qui est. D'accord ? Le problème, à mes yeux, c'est qu'elle intitule son livre « L'impuissance du possible ». Pourquoi l'impuissance ? Elle répond parce que elle cherche toutes les voies du possible en s'interdisant tout ce qui pourrait la mener du côté de l'image. L'impuissance du possible, c'est quand on s'approche de l'image. L'image, c'est mauvais, quoi, pour les philosophes purs. La considération du possible, écrit Trégaud, n'implique nullement de négliger le réel et de s'enfermer dans le fictif, l'irréel ou l'imaginaire. Voilà. C'est comme s'il fallait couper philosophiquement la notion de possible de toute notion d'imagination, de toute faculté imaginative. Je pense au contraire qu'il faut repenser l'ouverture imaginative précisément pour rendre sa puissance à la notion de possible. Eh bien, cet effort, on pourrait le nommer utopie. Ici, il faut suivre une fois encore l'audace conceptuelle de Walter Benjamin, parce que sa notion, qui peut sembler si étrange à première vue, très célèbre, d'image dialectique, réunissait en effet l'idée du possible historique, dialectiquement envisagé après et avec Hegel et Marx, le possible historique, mais réuni avec l'imagination, envisagée quant à elle à travers un fil rouge qui reliait la poétique des grands romantiques allemands à la psychanalyse freudienne via le surréalisme, par exemple. L'allégorie, en particulier, était abordée par Benjamin, dès le livre sur le drame baroque, comme un nœud serré de possible, historique, politique, et d'imagination, poétique, philosophique. C'était là une façon de voir les choses qui n'aura jamais quitté Benjamin, d'où, par exemple, son approche du surréalisme comme phénomène indistinctement poétique et politique, gagné à la Révolution les forces de l'ivresse. Or, entre l'allégorie morale baroque, XVIIe siècle, et la rêverie documentaire surréaliste, XXe siècle, il y a, entre les deux, tout ce monde du XIXe siècle français dans lequel Benjamin fouillait inlassablement pour en problématiser la teneur historique, anthropologique et historique. Ce monde, c'est le monde de Baudelaire, penseur du temps bouleversé et penseur de l'image bouleversant, penseur bouleversant ou penseur de l'image bouleversante. Là où Kant n'avait pas su qu'il pouvait dialoguer avec Goya, Baudelaire, lui, a très bien compris à quels imagiers ou à quels imaginatifs, avec quels imaginatifs il pouvait communiquer. Alors il y a bien sûr Delacroix, le grand peintre de la liberté, ou le grand peintre en liberté, mais aussi quelqu'un qui est moins un grand artiste qu'un imagier populaire, et c'est Granville. Granville ne se situe pas comme Delacroix dans une filiation picturale du genre Titien, Rubens, mais dans une évidente filiation graphique qui va de Hogarth à Goya. Et c'est ce que Baudelaire a immédiatement compris et c'est ce qu'il a aimé. Dans son essai intitulé « Quelques caricaturistes étrangers » en 1857-58,
Baudelaire établit justement le lien entre entre le Hogarth des satires, les surcharges allégoriques, etc., et le Goya des caprices, avec son amour de l'insaisissable, jusque dans l'effroi, dit-il. Donc Hogarth, Goya, et il va jusqu'à Granville, son contemporain, qu'il présente pour ses associations bizarres d'idées, ses combinaisons de formes fortuites et hétéroclites. Depuis Jean Adhémar jusqu'à Philippe Quesnel ou Daniel Grozdomsky, tous les spécialistes de Granville, qui est donc un artiste mort fou à l'âge de 44 ans, ont tous insisté sur l'importance de son œuvre graphique, inséparable d'un nouvel âge du livre et de l'écrit de l'époque romantique, et sur la teneur à la fois onirique et politique de son immense production figurative. C'est pas une étoile dans l'histoire de l'art, Granville, ce serait plutôt une sorte de nébuleuse ou une constellation à lui tout seul, une galaxie d'images, un incroyable soulèvement ou tournoiement d'allégories bizarres et de scènes satiriques, de portraits charges et de visions fantastiques, d'ombres chinoises et d'objets animés, d'anamorphoses hilarantes et de fables sociales. Là où Granville publiait ces images, nous dit déjà quelque chose de leur dynamique même. Ça s'appelait la caricature, le charivari, le magasin pittoresque, les joujoux politiques et enfin son chef-d'œuvre qui s'intitule Un autre monde. Je vais passer sur la très longue citation de Baudelaire. Je vais en retenir simplement la dernière phrase. L'artiste Granville voulait que le crayon expliquât la loi de l'association des idées. Granville est très comique, mais il est souvent un comique sans le savoir. Granville se caractérise par au moins 3 ou 4 paradigmes. Premièrement, des images comiques. Donc, c'est comique, Granville. Est-ce que c'est comique sans le savoir? Je ne suis pas sûr. Ou bien, plutôt, est-ce que ça ne serait pas comique parce que ce sont des images critiques? Et ne serait-ce pas pour cette raison que Granville divertissait son public, mais effrayait Baudelaire? En 1833, par exemple, Granville compose une lithographie intitulée « Étrenne au peuple » que Ludger va vous montrer. Voilà. On y voit un personnage littéralement poursuivi et bombardé par une pluie d'objets, des chaînes, des clés, des ciseaux, des lames, des armes, voire des décorations militaires. Tout cela dénote tout ce dont était faite la vie sociale du temps, ses valeurs politiques en somme. C'est une image parmi tant d'autres où Granville évoquait non seulement l'accablement des citoyens sous le poids de leur gouvernement, mais encore le malaise plus général d'un monde insensé, d'un monde sans dessus-dessous. Voilà pourquoi il faisait rire, mais d'un rire tissé d'effroi. Comme si le rire était ici suscité par la structure même angoissante du monde historique dont il se moquait. En cela, deuxième paradigme, les images de Granville fonctionnent comme des images cosmiques, pas seulement comiques, mais cosmiques. Cosmiques pour ne pas cesser d'être critique une fois encore. Granville décrit le monde. Le monde, c'est un espace absurdement ou cruellement sans dessus-dessous. Ou bien, il compose, Granville, des mondes à l'envers, ostensiblement utopiques, de ce monde qui est déjà lui-même de travers. En cela, commande Baudelaire, Granville refait la création, mais en la tordant, en la désorientant, en la métamorphosant à sa fantaisie. Je cite Baudelaire, « Et la nature se transformait en apocalypse ». Alors, comment s'étonner dans ces conditions que Walter Benjamin ait voulu reprendre à son compte tous ces thèmes et les ait développés dans un sens plus marxiste, comme si Granville était appelé à devenir le John Heartfield du Second Empire français. Toute la section G du livre des passages est consacrée au thème du monde social en tant qu'exposé, exposition dans laquelle l'œuvre de Granville joue un rôle paradigmatique de symptôme et de contre-feu à la fois.
Pour Benjamin, il s'agissait de repérer dans les images de Granville comment une nouvelle forme d'allégorisme a pu voir le jour, s'attachant à décrire le monde comme monde sans dessus-dessous, et en même temps à rêver le monde comme utopie d'un monde à nouveau renversé. Dans ses premières notes pour le livre des passages, 1927-30, Benjamin n'hésitait pas à situer Granville non seulement par rapport à Hogarth pour l'aspect comique, mais encore par rapport à Hegel pour l'aspect cosmique. Je cite Benjamin, « Comparaison entre la phénoménologie de Hegel et les œuvres de Granville, déduction de l'œuvre de Granville du point de vue de la philosophie de l'histoire. Les œuvres de Granville sont la véritable cosmogonie de la mode et de la société donc. Il est peut-être aussi important de faire une comparaison entre Hogarth et Granville. » Fin de citation. Ne nous étonnons pas de retrouver dans la section G du livre de passage l'éloge de ce que Benjamin appelle le style cosmique et comique de Granville. La pluie d'objets qui s'abat sur le pauvre homme de la lithographie de 1833 pourrait de plus nous indiquer que la trajectoire qui va de Hogarth à Granville passe nécessairement par Goya. L'allégorisme chez Granville en appelle lui aussi à l'observation documentaire et nombre de ces images pourraient être mises au compte non seulement des sortes de caprices moraux ou de disparates sociaux, mais encore de quelque chose que l'on aurait envie de nommer les désastres de la guerre civile, au sens même où Karl Marx voulut en parler dans son fameux texte de 1850 sur les luttes de classe en France. Aux dimensions comiques et cosmiques, il faut donc ajouter un troisième aspect, un troisième paradigme qui est polémique. Son œuvre est polémique et beaucoup de commentateurs ont insisté en analysant chez lui ce qui engageait la formation d'un véritable romantisme politique. On découvre alors qu'un lyrisme de la satire politique fait intensément dialoguer à cette époque les images avec les discours d'émancipation. Et on ne va pas s'étonner alors que le grand Heinrich Heine lui-même a participé pleinement d'une telle tendance allégorique et polémique, tout proche de Granville qu'il connaissait. Une image saisissante de Granville, composée en 1831 et publiée dans La Caricature, s'intitule « La France livrée aux corbeaux de toute espèce ». On y voit une jeune femme morte, les seins dénudés, une chaîne aux pieds, dépecée par une sombre assemblée de charognards qui s'agglutinent autour d'elle et arborent sur leurs corps d'animaux les insignes des grands corps de l'État. Comment ne pas y voir une variante des deux ultimes planches des désastres de la guerre, évidemment. Gerhard Schneider avait établi des liens iconographiques avec Delacroix, avec Daumier, voire avec Alexandre Gabriel Descamps. Bon, on en déduira alors que l'image en question fut à cette époque de défaite révolutionnaire hautement surdéterminée. Mais il s'agissait encore, comme chez Goya, de personnifier peut-être pas la vérité au sens strict, mais plutôt la République ici, ou la liberté, aux prises avec le monde comme il va mal, c'est-à-dire le monde de la contre-révolution, de l'oppression, de la réification. D'où l'importance accordée par Granville à la vie souvent inquiétante, menaçante, échappant à tout contrôle à la vie des objets. Benjamin y décèle non seulement une attitude politique et polémique, mais encore, voici donc un quatrième aspect de cette constellation d'images, une exposition fétichique du monde social et économique, et aussi historique, façon de se tenir deux fois proche de Karl Marx, une fois pour la protestation contre les conditions aliénantes d'un monde sans dessus-dessous, et une autre fois pour le diagnostic du caractère fétiche de la marchandise, établi dans le passage si célèbre du premier livre du Capital. On lit ainsi dans le livre des passages que les inventions subtiles de Granville expriment bien ce que Marx appelle les arguties théologiques de la marchandise. Si la marchandise était un fétiche, Granville en était le sorcier.
Ces considérations de Marx sur le fétichisme de la marchandise et même des moyens de production doivent, écrit Benjamin, servir à l'analyse de Granville. Dans quelle mesure le travailleur salarié est-il l'âme des objets de Granville qui sont animés de la vie des fétiches? Thème abordé par Benjamin dans tous ses exposés sur Paris, capitale du XIXe siècle, au cours desquels vous vous souvenez de la fameuse expression qui surgit depuis les images mêmes de Granville du sex appeal de l'inorganique. Mais voici que dans tout ça surgit une nouvelle dimension. C'est la cinquième et dernière, c'est la dimension utopique, véhiculée, mise en forme par les images de Granville. Benjamin écrit: les fantaisies de Granville donnent à l'univers tout entier le caractère d'une marchandise. L'anneau de Saturne devient un balcon de fer forgé où les habitants de Saturne viennent prendre l'air à la tombée de la nuit. Les livres de Toussenel, le naturaliste fourriériste, constituent le pendant littéraire de cette utopie graphique. On pourrait dire plus exactement que l'œuvre de Granville se situe à l'intersection de deux mouvements utopiques. Le premier inhérent au fétichisme de la marchandise lui-même et à la configuration technique du monde industriel moderne, ce qui explique les références de Granville dans les textes de Benjamin sur la construction en fer, le sortilège de la fonte, etc., le principe du montage. Et donc c'est bien une constellation utopique qui se dessine alors dans les relations du comique au cosmique. Mais s'il existe une tendance utopique inhérente à cet espoir positiviste, industriel, technique, un second mouvement vient le contredire, porté par l'espérance plus romantique d'un monde différent. C'est le fameux autre monde, une autre utopie en somme. Goya s'était posé devant la vérité morte de ces désastres la question: ressuscitera-t-elle ? Eh bien, il semble que Granville se soit posé en 1831 une question semblable devant la liberté morte, cette nymphe républicaine dépecée par une meute de charognards, de corbeaux institutionnels. La réponse à cette question se trouve dans le recueil de 1844, Un autre monde. Déjà, Un autre monde, vous avez compris, on comprend toute la composante utopique de ce titre. On y voit l'allégorie d'une femme libre. C'est une nymphe qui s'échappe dans l'atmosphère, au-delà des astres, fuyant toute contrainte et papillonnant de ses belles draperies pour dénoter ce que Granville intitule avec précision, même si c'est de l'ironie, le système de Fourier. Voici l'image. Bref, que la liberté, ou la justice, ou la République, peu importe, ou la vérité, soit morte, exige bien qu'une utopie la fasse renaître ou recommencer. Benjamin insiste dans le livre des passages sur le fait qu'il est possible de se faire une image de la quotidienneté de l'utopie, que ce soit dans l'animation allégorique des objets de la vie de tous les jours, ou bien dans l'invention utopique de vie et d'espaces alternatifs. Il ne manque pas alors d'associer Granville à l'utopie fourriériste du nouvel ordre amoureux, voire au système de Blanqui dans l'éternité par les astres. C'est alors que l'histoire aux yeux de Benjamin s'en trouve à la fois sécularisée et allégorisée d'une nouvelle manière. On voit bien dans tout ce réseau d'associations que la référence à Granville n'aura décidément rien eu chez Benjamin de fortuit. Ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas illustratif. Ce que les historiens récents ont pu repérer dans ces images, la relation avec le fourriérisme, le saint-simonisme, etc., fournissait déjà l'occasion pour Benjamin d'une analyse historique menée en termes d'images dialectiques, dont l'enjeu fondamental était, par-delà tout marxisme orthodoxe, une réévaluation politique des constellations utopiques. Voilà pourquoi le livre des passages réservait à Fourier juste avant Marx une section tout entière où il était aussi question de Heinrich Heine et de Pierre Leroux, le grand utopiste du socialisme. Cet intérêt historique dit beaucoup sur Benjamin lui-même, sur son imagination politique, sur sa politique de l'imagination, tout cela inhérent à sa philosophie de l'histoire. C'est comme si un fil rouge
reliait l'ancienne passion baudelairienne de Benjamin pour les jouets d'enfants, les innombrables figures de marionnettes chez Granville, l'automate fameux des thèses sur le concept d'histoire, sans compter l'ange, bien sûr, de Paul Klee. Cette créature de Paul Klee, Angelus Novus, qui est évidemment comique cosmique, et que Benjamin imaginait confronté à la tempête du progrès. Toutes les choses animées, tous les joujoux qui peuplent l'univers utopique de Granville apparaissent finalement comme les objets transitionnels d'une dimension profondément psychique sans laquelle il n'y aurait peut-être pas de politique qui vaille. Et en fait, c'est une ultime dimension que je veux signaler là de ces images, la dimension psychique. Parlant de Granville, Baudelaire avait déjà évoqué le côté fou de son talent. Sa volonté toujours opiniâtre à noter sous une forme plastique la succession des rêves et des cauchemars qu'il habitait. C'est ainsi qu'en 1847, l'année même de sa mort dans un établissement d'un asile de fous, Granville composa l'image métamorphique d'un cauchemar intitulé « Crime et expiation ». Qu'est-ce qu'on voit dans cette image ? Tout en haut, un homme assassine son semblable. Depuis la tête de la victime poussent des racines d'arbres, d'où suintent d'énormes gouttes dans tout l'espace. Des nuages se transforment en une foule de mains diaphanes, pathétiquement ouvertes. Il y a une autre main, mais le doigt pointé au bout d'un bâton. Voici donc l'image du pouvoir, derrière laquelle le fléau de la justice fait se balancer un plateau vide et un œil ouvert. Un œil. Puis l'œil se démultiplie, se disproportionne et semble se précipiter vers nous, accompagné d'images de fuite. Un homme court éperdument, s'enfuit à cheval, une plume noire, et bientôt un oiseau tout entier de la même couleur. Au premier plan de la scène, une colonne se brise, d'où tombe l'assassin, et le voici, à présent, au milieu de l'océan, poursuivi par d'immenses poissons voraces, qui ne sont autres que les métamorphoses de l'œil. On pense évidemment au fameux poème « La conscience » de Victor Hugo, composé 7 ans plus tard, et lui-même suivi quelques années après d'un magnifique dessin de Hugo qui s'intitule Planète œil. C'est très probablement par l'entremise de Pierre d'Espezel, secrétaire à la Gazette des Beaux-Arts et conservateur à la Bibliothèque nationale, que Walter Benjamin eut à la fin des années 20 ou au début des années 30 accès aux gravures de Granville conservées au cabinet des estampes. Dans le livre des passages, Benjamin n'a pas manqué de commenter la dimension psychique des images de Granville, déjà soulignée par Baudelaire d'ailleurs. Par exemple, la mention d'un autre monde était suivie par l'indication « hashish ». Ou bien, il sera question de Traumstruktur, de structure onirique, dominée par un jeu constant, emboîté, d'analogie et d'anthropomorphisme. C'est là que l'allégorisme de Granville peut rejoindre l'utopie politique du surréalisme, illumination profane pour gagner à la Révolution les forces de l'ivresse. Or, c'est justement cette année-là, 1929, que le surréaliste le plus proche de Benjamin, Georges Bataille, écrivit dans la revue Document un bref et intense commentaire de ce qu'il nommait le dessin inouï de Granville, celui que vous venez de voir. Cela dans le cadre d'une réflexion sur l'œil, considéré tour à tour comme friandise cannibale et comme animal vorace. Je cite Bataille, « C'est alors qu'apparaît l'œil énorme qui s'ouvre dans le ciel noir, poursuivant le criminel à travers l'espace jusqu'au fond des mers où il le dévore après avoir pris la forme d'un poisson. » Comme en écho à des réflexions benjaminiennes sur le fétichisme, Bataille devait encore parler de Granville en 1930 dans un article très satirique sur le rôle fétichiste du musée dans nos sociétés, en tant que miroir colossal dans lequel l'homme se contemple enfin sous toutes les faces. Bataille et Benjamin ont tous deux pris les images de Granville au sérieux, si l'on peut dire, puisque tout sérieux était systématiquement renversé,
au sérieux de leur teneur philosophique. L'auteur d'Histoire de l'œil partageait avec Benjamin cette intuition qu'à toute exigence politique, il faut une forme imaginative, cette forme que l'on pourrait nommer une utopie ou une utopie plastique, ou peut-être même un anarchisme plastique, je ne sais pas. Voilà, je te remercie. Voilà, merci beaucoup Georges pour ces mots, pour ce discours. Merci aussi pour le... On peut parler anglais, oui. Je voulais juste parler en français là. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, die Übersetzungen konnten gelesen werden auf Papier oder auf dem Bildschirm. Im Stream müsste mittlerweile auch der Text zum Runterladen gelandet sein auf unserer Homepage. Wir können jetzt diskutieren auf Deutsch, auf Englisch, en français. Ich glaube nicht auf Russisch. Und ich würde es in dem Fall mal so machen, dass ich eine Frage auf Französisch stelle, die dann auf Deutsch übersetze und dann übersetze ich auch die Antwort. Je voudrais poser la question du rapport entre cette formation plastique, cette forme que l'imaginaire donne aux politiques, que tu as rajouté à plusieurs reprises pendant ta conférence avec le mot force. J'avais l'impression, bon, c'était la force de l'onérique, c'était la force de l'hachiche, c'était la force, une force qui manquait autrement à la révolution. Et je voudrais te demander comment tu pouvais envisager la force qui va de ces images vers, non pas une réalisation de l'utopie, mais vers une possibilité de la liberté qui, avant les images, était morte. Donc comment pourrait-on dire que, ou est-ce qu'on pourrait dire que ces images n'explorent pas seulement une possibilité ou imaginent quelque chose, mais donnent une force à la Realität? Also meine Frage ist, ob man sagen kann, kurz gefasst, dass diese Bilder eine Kraft vermitteln und nicht nur etwas Imaginäres, etwas Fiktives, etwas Mögliches erkundschaften. Alors, comme tu vas être obligé de traduire en allemand, je vais essayer de répondre brièvement, mais si tu as besoin, si tu désires que j'aille plus précisément, tu me le dis, hein. Alors, je commencerai par répondre que on ne s'émancipe pas sans se soulever, et on ne se soulève pas sans une force. Déjà, tu peux dire ça. Ja, hat gesagt, er könnte länger antworten, er wird es jetzt kurz machen, damit ich gut auf Deutsch übersetzen kann. Also man erhebt sich nicht, ohne dass etwas aufgehoben wird, hochgehoben wird, und dieses Hochheben passiert nicht ohne eine Kraft. Donc, il est absolument essentiel philosophiquement d'envisager toutes les questions politiques en termes de dynamique et non pas en termes de bloc contre bloc ou de choses de stase contre stase. Hein? Ja, er sagt, dass auch in politischen Zusammenhängen ist es ganz entscheidend, im politischen Denken, dass man nicht Block gegen Block, Stasis, Zustand gegen Zustand vergleicht, sondern dass man die Sachen als dynamisches System versteht, von der Dynamik her. En particulier, j'ai beaucoup tiré de profit, et je tiens beaucoup à cette distinction, de la distinction que fait Gilles Deleuze à partir de Spinoza et de Nietzsche, la distinction entre pouvoir et puissance. Tu connais bien sûr très bien ça. Et cette distinction me semble essentielle pour justement aborder de façon dynamique ce qu'il en est d'un processus d'émancipation en particulier. Also er sagt,
Ich habe sehr davon profitiert, von einer Unterscheidung, die Gilles Deleuze entwickelt, ausgehend von Spinoza und von Nietzsche. Der Unterscheidung nämlich zwischen Pouvoir und Puissance, ist schwer auf Deutsch zu übersetzen, aber man könnte es wiedergeben als Macht, Können, Möglichkeit und Ermöglichungen können. Si tu te souviens, Puissance oder Kraft. Puissance kann auch Kraft heißen. si tu te souviens comment Deleuze envisage cette distinction. Attends, und diese Puissance ist eben entscheidend für jede Bewegung der Emanzipation. Voilà. Dans l'abécédaire, Mhm. forme très accessible de sa philosophie, Deleuze dit que le pouvoir consiste à essayer de capter la puissance d'autrui, tandis que la puissance, elle se libère, elle se délivre, mais elle ne cherche pas à enfermer la puissance d'autrui. C'est ça la différence entre pouvoir et puissance. Mhm. Im ABCD sagt Deleuze, dass die Macht, Pouvoir, die Tendenz hat, die Puissance von jemandem zu erobern, zu ergreifen. Die Puissance, das Vermögen eben, oder das Vermögen, die Möglichkeit. Und diese Puissance, diese Kraft, Vermögen, Möglichkeit gibt sich und wird nicht etwas ergreifen oder unterwerfen. Et quand quelqu'un écrit un texte ou fait une image, quand Donatello met les uns sur les autres les corps pathétiques, quand Goya fait une gravure, il ne prend le pouvoir sur personne, mais il délivre une puissance. Mhm. Also wenn jemand ein Bild macht wie Donatello, wie Goya, wie Granville, dann nehmen die niemanden die Macht, oder sie haben keinen Machtanspruch, sondern sie liefern ein Vermögen aus, sie streuen das in die Welt aus. Et donc défendre le point de vue de la puissance, bien sûr, c'est problématique parce que c'est refuser la question de l'hégémonie. Ça, c'est un vrai problème politique actuellement dans les discussions. In der aktuellen politischen Theorie ist das umstritten, weil wenn man sich auf die Seite der Puissance, also dieses Vermögens, dieser Kraft stellt, dann untergräbt man eine Politik oder eine Fragestellung der Hegemonie. Und das ist für viele ein Problem. Also vielen Dank für einen sehr kraftvollen Beitrag. Ich kann leider jetzt nicht Französisch und so, das traue ich mir jetzt gar nicht zu. Aber ich möchte auf eine Stelle hinweisen, die für mich sehr wichtig ist. Seite 5, da sprechen Sie ganz bedeutend davon, ist es nicht im Gegenteil die bildnerische Öffnung, derer man sich bedienen muss, um dem Möglichen seine Macht zurückzugeben. Und ist nicht genau hier der Platz, wo die Utopie lebt, habe ich jetzt so für mich gesagt. Und was meinen Sie jetzt mit der bildnerischen Öffnung? Ist das in dem Sinne zu verstehen, dass die Freiheit verstärkt wird, indem man ein spureneröffnendes Feld darstellt? Sie können das übersetzen. Ich bin kein geborener Übersetzer und auch kein Ausgebildeter, aber ich werde es versuchen. La question c'était sur cette expression, page 5, de l'ouverture plastique, dans laquelle réside peut-être une force utopique. Et comment tu envisages alors cette ouverture plastique? Est-ce que c'est bien un champ de traces? Vous avez parlé de Hoffnung, d'espérance. Il s'agit exactement de ça. La question est de savoir si l'espérance, c'est quelque chose de minable, de 3 fois rien, ou parce que l'espérance, c'est pas une action, ou bien s'il faut, en tant qu'acte d'imagination, lui donner sa place. L'espérance n'est pas une action, mais l'espérance est un geste. Il faut faire une grande distinction là aussi entre un geste et une action. Et
Je pense que la philosophie de Ernst Bloch nous permet de répondre à cette question, que l'espérance est absolument fondamentale en tant que geste, en tant qu'exercice de la faculté imaginative, pour qu'une action soit possible. Also diese Öffnung hat zu tun mit der Hoffnung, die aus Sicht von Georges Duberman eben keine Handlung ist, kein Akt, sondern eine Geste. Und diese Geste hat eben entfaltet diese Kraft, das Imaginäre erneut anzustoßen oder mit einem Impuls zu versehen. Also er verwies da auf Ernst Bloch und auf diese Kraft der Hoffnung, die eben kein Akt ist, keine Handlung, sondern eine Aufgabe und eine Geste. Et je voudrais ajouter aussi que faire une image, si cette image est une Wunschbild, c'est quelque chose qui compose un temps nouveau. C'est pour ça que j'insiste sur le mot de recommencer, parce qu'une image est à la fois mémorative et optative, désidérative. Elle va vers le futur, et voilà. Et il y a cette phrase que je ne peux dire que en français, malheureusement, de Ernst Bloch, qui est magnifique, mais il y a plusieurs versions de cette phrase. C'est que on ne se souvient pas du passé. On doit se souvenir de ce qui reste à faire. C'est-à-dire, on doit se souvenir du futur. C'est magnifique. Une image fait ça. C'est ça ce que fait une image. Also wenn man ein Bild macht, wenn man ein Bild herstellt, sagt Georges Duberman, dann stellt das eine andere Zeit her. Deswegen spricht er von Wiederbeginn. Denn diese Zeit in einem Bild ist einerseits, gerade wenn es sich um ein Wunschbild handelt, eine Erinnerung an etwas und ein Vorlaufen zu etwas. Und deswegen gilt es sich, dieses Satzes von Ernst Bloch zu erinnern, wo es verschiedene Varianten gibt, der sagt, wir erinnern uns nicht an die Vergangenheit, sondern wir erinnern uns an die Zukunft. Wir müssen uns an die Zukunft erinnern. Und das ist genau, was ein Bild macht. Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht von meinen Hobbyübersetzungen total frustriert und haben keine Lust mehr, Fragen zu stellen. Sie haben jetzt besonders auf Kontinentaleuropa Kultur künstlerisch und geschichtlich verwiesen. Aber was hat sich zu dieser Zeit denn in Großbritannien ereignet und wer hat da wen wie beeinflusst? Zweite Frage wäre fantastischer Realismus, die als Kunstrichtung mal aufkam oder es zum Teil noch gibt. Wie würden Sie die einordnen in Ihr Szenario? Il y avait deux questions. Une première, quel est le contexte britannique de ce que tu as exposé, puisque tu as fait référence surtout sur les événements politiques sur le continent. Et la deuxième question, c'est le réalisme fantastique. Comment tu le réarranges ou discutes dans le cadre de tes recherches? Qu'est-ce que vous appelez le réalisme fantastique? À qui vous pensez? An wen denken Sie dabei? Zum Beispiel hier diese spezielle Galerie in Pempelfort, Derendorf, die hat dieses Thema besonders forciert, schon seit längerer Zeit. Il y a une galerie ici à Düsseldorf qui force ce sujet de réalisme fantastique. Alors, pour répondre à la première question, les événements en Grande-Bretagne sont au XVIIIe siècle extrêmement violents. Il y a des convulsions républicaines, monarchistes, et c'est l'époque.
exactement l'époque où un autre caricaturiste qui s'appelle Gillray produit une image qu'on pourrait dire être l'image même du fétichisme de la marchandise. Donc c'est des années avant Marx. C'est un énorme personnage plein d'or, rempli d'or, et qui crache par la bouche et par les fesses, qui crache de la monnaie en papier. Et cette image ressemble énormément à ce que plus tard Hartfield composera contre Hitler lorsqu'il dit que Hitler mange de l'or des grands industriels. Et il y a cette expression allemande pour dire qu'il crache du fer blanc, mais ça veut dire qu'il dit des conneries. Tu connais cette expression? J'ai oublié le mot en allemand. Je peux le retrouver tout de suite. Oui, peut-être, je ne sais pas. Et donc, ce que je veux dire, c'est que déjà dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, il y a une première critique du capitalisme, puisque l'Angleterre, c'est le pays principal du capitalisme au XVIIIe et XIXe siècle. Et c'est pour ça que Karl Marx, dans Le Capital, donne surtout des exemples anglais, tout en disant, mais vous, les Allemands, vous devez comprendre que ça parle de nous aussi. Voilà, ça c'est la première question. Also die Antwort auf die erste Frage ist, dass England im 18. und 19. Jahrhundert das Land ist, in dem der Kapitalismus entsteht und wo gleichzeitig es schon rebellische und revolutionäre Energien gibt, wie zum Beispiel ein Zeitgenosse von Hogarth, Gillray oder so, dessen Namen ist mir nicht geläufig, der hat einen dicken Mann dargestellt, der Papiergeld frisst, spuckt und ausscheidet. Und der ist schon dieses Vorbild des Fetischismus, von dem dann Benjamin gesprochen hat. Und der nimmt Karikaturen von John Hartfield vorweg, aus Sicht von George Lieberman. Und man muss daran sehen, dass England in diesen Energien steht, dass es den Kapitalismus hervorbringt und dass Marx gesagt hat, dass das, was in England passiert, ist etwas, was erst auf die Deutschen zukommt. L'expression de Hartfield, c'est schluckt Gold und redet Blech. Redet Blech. Weil Hartfield hat das gesagt bezüglich Hitler, den er so dargestellt hat. Schluckt Gold und redet Blech. Es gibt da also eine Hitler-Karikatur von John Hartfield, die aus Sicht von George Lieberman eine Antwort ist oder eine Fortführung von dem, il s'appelle Gillray? Gillray. Gillray. Pour la deuxième question, il y a tellement de définitions différentes du réalisme fantastique que je ne sais pas bien répondre à ça. J'ai parlé du surréalisme, mais vous savez très bien que disons le médium, un des médiums les plus importants du surréalisme, c'est la photographie. Donc c'est fantastique et en même temps utilisant une technique d'enregistrement du réel. Donc je pense que ce que dit Benjamin pourrait s'appliquer à ce que vous nommez peut-être vous réalisme fantastique. Mais voilà. Also er sagt, es gibt sehr, sehr viele Auffassungen von fantastischem Realismus. Er hat über den Surrealismus gesprochen, bei dem ja die Fotografie eine wichtige Rolle spielt, wo es also auch einen dokumentarischen Anteil gibt. Und der könnte es also sein, es könnte sein, dass Sie den dann fantastischen Realismus nennen würden. Er hat sich jetzt auf den Surrealismus bezogen. Ja. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht genau, ob ich Sie richtig verstanden habe, aber mir ist so eine Idee gekommen, dass es nicht nur die politischen Umstände sind, die diese Künstler, die Sie aufgezählt haben, bewegen, sondern eigentlich auch die Naturwissenschaften selbst. Zum Beispiel ist mir bei Goya oder Rums oder auch vor allen Dingen auch bei Delacroix ist mir eingefallen, dass die einen besonderen Zugang zur Gravitation haben, der zum Beispiel nichts mit Newton zu tun hat. Und dass da oder auch diese Abtrennung vom Unbewussten, die bei so ganz vielen, bei diesen Künstlern, die sie aufhören, eigentlich wiederhergestellt wird. Also
bin ich da falsch mit der Wissenschaftskritik oder das ist meine Frage. La question c'était que est-ce que outre le contexte politique des artistes qui fabriquent de telles images, il n'y a pas aussi une espèce de confrontation aux nouvelles découvertes scientifiques, une espèce de critique de la science sous-jacente, par exemple concernant les révolutions planétaires, etc., que pas mal d'artistes voient autrement et non pas dans un paradigme newtonien. Précisément sur la question de Newton, je ne pourrais pas répondre, mais il faut absolument jamais oublier que Goya est le contemporain de Kant. C'est très important, pour la raison qu'en particulier, Goya prétend de façon explicite, dans un article de journal qu'il a écrit, mener une critique, une opération critique. Pour lui, faire des images, c'est mener une critique. Il dit ça exactement au même moment que Kant fait ses 3 critiques. Ça, c'est un premier point. Also man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel Goya explizit notiert in einem seiner Bücher, dass er in seinem Notizbuch, dass er eine Kritik machen will. Und in dem Sinne wie Kant. Le deuxième point, très important, concerne Benjamin et tout ce qui tourne autour de Benjamin, c'est-à-dire à la fois les exemples historiques qu'il utilise, Baudelaire, Granville, etc., mais aussi tout ce qui est contemporain de lui, Brecht, Hartfield, les surréalistes, Proust, tout ce qui vous voudrez, Kafka le plus important, c'est lié à quelque chose qu'on peut mettre en relation avec ce que Husserl appelle la crise des sciences européennes. C'est absolument clair. C'est-à-dire que c'est une critique, en particulier du positivisme en général et en particulier du positivisme en histoire, de l'historicisme. Also auch Walter Benjamin vollzieht eine Kritik, eine Wissenschaftskritik mit sowohl den historischen Bezügen, Granville und so weiter, auch den zeitgenössischen Bezügen, Brecht, Kafka, die man in Relation setzen könnte zu der Krise der Wissenschaften, die auch Husserl konstatiert, ist in jedem Fall eine Krise der Wissenschaften und damit eine Wissenschaftskritik am Positivismus, nicht zuletzt am Positivismus in den Geschichtswissenschaften, dem Historismus. Ce qui est absolument remarquable, c'est que après l'échec de la révolution spartakiste, si vous voulez, pour aller vite, Berlin, 1918-19, dans cette atmosphère de critique du positivisme et de l'historicisme, vous avez 2 réponses absolument, à mon avis, contradictoires. L'une qui est donnée par Heidegger, c'est-à-dire Sein und Zeit, c'est une réponse à l'historicisme sur un nouveau concept de temps. Et vous avez en face, exactement à la même époque, au même moment, la réponse de Benjamin, qui est opposée à celle de Heidegger. Vous avez donc toute une constellation, Simmel, Benjamin, Krakauer, Ernst Bloch, plus tard Adorno d'un côté, et puis vous avez Heidegger. Au milieu, il y a Hannah Arendt. Es gibt nach dem Niedergang der spartakistischen Revolution 1918-19 2 verschiedene Antworten auf diese Wissenschaften zu reagieren und gerade diesen Historismus zu kritisieren. Das eine wäre Sein und Zeit von Heidegger und das andere ist diese Konstellation, die Benjamin verbindet mit Simmel, mit Krakauer, mit Bloch, später mit Adorno, die das eben auf diese andere Weise kritisieren und in der Mitte zwischen beiden steht Hannah Arendt. Peut-être une question encore. Tu parlais de 5 fonctions de l'image, si on veut, utopique chez Granville. Il y avait au moins deux aspects qui me semblent fascinants, notamment l'idée que l'image utopique peut critiquer et peut documenter. Puisque c'est évident qu'on pense que l'image utopique est soit fantastique ou seulement fictionnelle,
Mais je voudrais te demander, est-ce qu'une utopie ou une certaine mise en jeu des possibles pourrait ouvrir une force documentaire qu'on ne trouverait pas ailleurs et pourrait livrer une critique qu'on ne pourrait pas formuler autrement? Parce que cela pourrait aussi confronter les critiques qu'on trouve depuis Engels jusqu'à peut-être Rancière. Si l'on serait capable de dire que non, dans les imaginations utopiques, il y a une force critique qu'on ne pourrait pas faire entrer dans le Discours autrement que par ce biais. Also ich habe jetzt gefragt, es gab in der Diskussion der 5 Aspekte des utopischen Bildes einmal diesen Moment, wo Georges Duhamel gesagt hat, dass es da etwas Dokumentarisches gibt, und deswegen habe ich gefragt, ob man sagen kann, dass in den Utopien oder zumindest in utopischen Bildern es einen Moment der Kritik gibt oder einen Moment des Dokumentarischen, die man nicht anders als dort findet. Also dass es sozusagen eine Möglichkeit der Kritik gibt oder eine Möglichkeit, etwas Wahres festzustellen, das man nicht mit anderen Mitteln feststellen und wieder einspeisen kann in den Diskurs. Très brièvement, je pourrais répondre que une image utopique est capable de documenter un état psychique. Ce qui manque à une tradition marxiste, Althusser compris, bien sûr, c'est cette dimension psychique. Alors, soit tu veux traduire déjà, ou bien je continue un peu? Je traduis déjà. Oui, vas-y. Also der erste Teil der Antwort ist, ein Bild, und gerade ein utopisches Bild, kann psychische Kräfte aufzeichnen, was der marxistischen Tradition bis einschließlich Althusser entgeht. C'est d'ailleurs pour ça que Althusser, il déteste le passage de Marx sur le fétichisme de la marchandise, parce qu'il trouve que c'est beaucoup trop psychologique. Darum hasst Althusser diesen Abschnitt bei Marx über den Fetischismus, weil er denkt, das ist viel zu psychologisch. Et un moment fondamental de cette histoire, c'est au moment où Georg Lukács reprend ce texte en 1923, publie son texte sur la réification, que lui-même il développe dans un sens, mais que tous ses lecteurs, Bloch, Benjamin, Adorno, développent dans un autre sens, qui est un sens qui tient compte en fait de la psychanalyse freudienne jusqu'au bout, que la réification doit être pensée à la fois politiquement et psychiquement. D'où que une image utopique pourrait être vue comme un état des lieux psychiques. Et ça, c'est très important, parce que le psychisme, c'est ce qui fait justement qu'à la fois on se souvient de l'avant et on désire quelque chose vers le futur. Je ne suis pas très clair là, ou ça va? Ça va. Tu comprends? Je ne suis pas très précis, mais bon. Also Georg Lukács hat 1923 diesen Begriff der Verdinglichung entwickelt, den er selbst zwar in die eine Richtung entwickelt, die aber seine aufmerksamen Leser, Bloch, Adorno, er hat noch einen genannt, in eine ganz andere Richtung entwickeln später, die der Psychoanalyse eingedenk ist und in der die Verdinglichung immer als sowohl politischer wie auch psychologischer Zustand gelesen wird. Und in dem Zusammenhang sind also utopische Bilder immer Erinnerungen an eine Vergangenheit und gleichzeitig Wünsche von etwas in die Zukunft gehendem. Il faut se souvenir par exemple comment est composé le livre de Ernst Bloch, Geist der Utopie. Il y a une première partie phénoménologique sur le psychisme. Il y a une dernière partie qu'il appelle Apocalypse marxiste. Bon, il s'agit d'un livre sur la politique. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Une énorme partie sur la musique, c'est-à-dire sur la forme. Et pour Bloch, une musique, c'était une image aussi. Wunschbilder, ça peut être une image aussi. Et ça peut être une musique aussi. La forme en tant que principe utopique.
Also das Buch von Ernst Bloch, Geist der Utopie, beginnt mit einer Art von Phänomenologie des Psychischen, endet mit einer Apokalypse des Marxismus und in der Mitte geht es um die Musik, die eben auch Wunschbilder enthält und die über die Form als einem utopischen Prinzip handelt. So, wenn alle glücklich sind, dann können wir vielleicht ja unsere Diskussion in den informellen Teil überführen. Nicht ohne Georges Didiermann noch mal sehr dafür gedankt zu haben, dass er zu uns gekommen ist. Und natürlich Meret Kupček für die Übersetzung. Fantastisch, in kürzester Zeit. Bravo, Meret. Ja, ich darf mich bei Ihnen bedanken für das rege Interesse. Wir können uns in diesem Rahmen morgen wiedersehen, wenn Francesca Raimondi uns die politische Philosophie des Feminismus nochmal neu erklärt und es gibt einen kleinen Abgesang mit mir.